déjà, l'appareil reproducteur féminin, je vais dire masculin encore, il est dans le petit bassin, dans le pelvis. Pelvien, ça a déjà, vous avez peut-être déjà entendu ces mots-là, pelvis, pelvien. Ça fait référence au petit bassin, en fait. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors là, vous allez voir. Là, vous allez voir, c'est maintenant que ça se joue. Hop. Tac. Alors, est-ce que je vais réussir? Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous voyez ou pas? Voilà, j'espère que ça va marcher. Ça marchait tout à l'heure. Ah mince, j'ai le chat pile sur ma tête. J'ai le chat pile sur ma tête. Tac. Si j'essaye de remettre ça... Tout à l'heure, c'était bien. Ça fonctionnait. Là, ça ne fonctionne plus. Mince, je voulais vous montrer ça. C'était trop bien. Alors, attendez, j'essaye de... Je change de screen, on sait jamais. Excusez-moi. Vous avez le logo Instant Gaming qui vient de se pointer, qui n'a rien à voir avec la choucroute. Ah, attendez, parce que tout à l'heure, j'avais réussi à l'afficher. Comment je pourrais faire ça? Je vais redémarrer au pire. Et si vraiment ça marche pas, tant pis. Oh, j'étais trop contente de vous montrer ça. Alors, en plus, j'avais mon super truc 3D. En plus, hasard ou pas, il n'y a pas de hasard. C'est un logiciel qui est sorti par Elsevier. C'est le... Voilà. Je sais pas comment on peut dire, la maison d'édition, je sais pas trop, voilà, qui a sorti ce logiciel. Alors je me dis, bon sang, c'est trop bien. Oh là, écran rouge, what? Modèle. Là, est-ce qu'on voit un truc ou quoi? J'aimerais bien qu'on voit quelque chose. Ah, la musique est trop forte, mince. Oui, faut me le dire s'il y a des problèmes techniques et tout, hein. Surtout, vous me le dites, hein. J'ai baissé la musique, voilà. J'ai baissé la musique. Pourquoi ça se trouve, c'est protégé? Vous pensez qu'on... Est-ce qu'il peut y avoir un monde où c'est protégé par des droits de quelque chose? Ça se trouve. Ça se trouve, il y a un monde où c'est protégé, en fait. Je retente une dernière fois et sinon, bah, on continuera à l'ancienne. On continuera à l'ancienne. Ah ouais, non, vraiment, ça me fait trop bizarre que ça fasse ça. Ah oui, il faut me le dire, hein, Ziron, faut pas hésiter. Hein. Oh non, c'est la tristesse. C'est la tristesse pour moi. C'était trop bien, j'étais trop heureuse de vous montrer ça. Oh, je suis... Là, vous voyez là? Vous voyez là ou pas? Ça y est? Oh purée, ça y est, on voit. Alléluia, alléluia. Ah, attendez, ça y est, là, on voit. Est-ce que si... Voilà. Si je... Bah non, si je le réduis, vous allez le voir en réduit ou pas, vous? Non, ça a l'air d'aller. Je vous ai mis d'ailleurs en haut, là. Alors, c'est le même overlay que quand je react appel d'urgence. Vous avez le numéro d'appel, évidemment SAMU, mais aussi l'appel en cas de... Si vous êtes victime, témoin, etc., par rapport aux violences sexuelles. Voilà. Appelez. Surtout, ne restez pas seul avec ces problématiques-là. Face à ces problématiques. Nightline, c'est pareil, c'est une ligne d'appel pour les étudiants. C'est une ligne d'écoute. Au bout du fil, vous aurez aussi un étudiant qui est formé. Voilà. Et il y a aussi les sites. Le gouvernement a aussi un site avec un chat 24/24 avec des policiers, gendarmes, etc. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas du personnel qui est formé aux violences sexuelles. Donc, surtout,
Alors, je vais essayer de vous retrouver le lien. Hop. Je vais le retrouver parce que je suis tombée dessus aussi tout à l'heure. Voilà, c'est arrêtons les violences. Voilà. Et ce qui est top sur ce site, c'est que, je vais vous le mettre dans le chat, vous irez voir. Ce qui est top avec ce site, c'est que il s'adresse à tous. C'est arrêtonslesviolences.gouv.fr. Il s'adresse à tout le monde. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes le témoin ou si vous êtes un professionnel aussi. Voilà, parce qu'on peut être dans plusieurs cas de figure, savoir à voilà, quelles ressources on peut avoir accès, que faire, comment réagir, etc. Donc, surtout, voilà, allez-y. Ah mince, vous allez le voir en noir sur le... Vous allez le voir en noir. Aïe, aïe, aïe. Sur le chat. Je le remettrai tout à l'heure, quand on sera revenu sur l'overlay blanc. Faites-moi penser. Donc là, si on reprend notre hop, pelvis, voilà. Pelvis et périnée. Hop. Tac. Est-ce que... Comment je vais m'en sortir? Si avec la souris, ça va. En fait, vous voyez, là, au niveau du bassin, si on le regarde... toc, outils. Je vais essayer de dessiner. Si je fais comme ça. Ah oui. Là, en fait, vous voyez, il y a un cercle là. Voilà. Ah, il bouge pas, mince. Donc, en fait, ce cercle-là, vous imaginez, en fait, ça va délimiter, vous voyez, hein, ce cercle-là, ça va délimiter tout ce qu'il va y avoir au-dessus. En fait, toutes ces zones-là, là, je vais refaire encore toute la partie qui va être là. Voilà, il va y avoir des viscères, certains organes, etc. Même plus haut, hein. Et après, dans le petit bassin, en dessous, voilà, vous aurez encore d'autres organes. Et souvent, les organes, voilà, sexuels, les organes génitaux, ils sont dans le petit bassin. Voilà. Donc, si j'efface tout ça, il faudrait que j'arrive à vous faire suivre. Si je fais je pense la 3D. Hop. Ça devrait suivre. Si... Ah mince. Hop là. J'essaye de faire suivre. Voilà. Moi aussi, je prends en main l'outil. Hein. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà. Donc, au-dessus de la ligne rose, il y a certains organes. Et en fait, en dessous de la ligne rose, vous aurez hop là. Si vous regardez en dessous, en fait, là, entre les ischions, le coccyx, etc., dans toute cette zone-là, il y aura d'autres organes. Les organes pelviens, vraiment en dessous, derrière le pubis. Voilà. Ça, là, ça délimite le grand bassin et petit bassin. Voilà. Vous savez tout. Donc, là, on va se situer vraiment dans le petit bassin. Oh là, j'ai failli perdre mon livre. Mais se casser le figure. Oh my goodness. J'espère que vous voyez toujours bien ce que je raconte. Alors, je vérifie en même temps. Voilà. Oui, c'est bueno. Alors, je vais fermer le livre pour l'instant. Voilà. Je vais garder le marque-page là. Voilà. Et je vais essayer de vous rajouter hop, les différents viscères. Il faudrait que j'arrive à... ouais. J'arrive pas à vous le remettre un peu plus bas. Ah, bonjour, ça c'est le 4. La quatrième vertèbre lombaire. Tac. Alors, je vais vous rajouter. Donc là, au niveau des os, évidemment, on a nos deux os iliaques. Voilà. Toute la partie ischion, pubis. Voilà. Et on va avoir... Alors, tac. Est-ce qu'il rajoute
plus d'os. On a déjà tous les os. Oh là. Ah oui, trop bien. Oh, ça rajoute plein de choses. Alors, au niveau musculaire, on va avoir le psoas. Enfin là, c'est la partie iliaque du psoas. Voilà. Là, on a l'autre partie. Ah, pardon. Pardon. Oh là, j'ai tout fait bouger. On a la partie iliaque du psoas. Là, on a la partie lombaire. Voilà. Et là, on va avoir notre périnée. Voilà. Le périnée, c'est un muscle qui va du pubis jusqu'au coccyx et qui fait, vous voyez, la forme qu'il a, une forme de hamac. Là, on le voit bien, hein, il a une forme de hamac entre le pubis et le coccyx. Là, on s'en rend bien compte. Voilà, et c'est là, ça soutient évidemment tout ce qui est sphincter au niveau urinaire et aussi le sphincter anal, voilà, au niveau digestif. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est un modèle féminin, en l'occurrence. Là, il nous rajoute encore d'autres muscles. Voilà, on a encore d'autres muscles au niveau du périnée. Là, on se rend toujours compte que c'est comme une sorte de hamac. Hein. Voilà, on voit bien que ça soutient les organes, parce que sinon, ben, c'est le vide. Hein. Sous les organes, c'est le vide. S'il n'y avait pas ce hamac-là, il y aurait le vide, la gravité ferait son affaire. C'est pour ça que toute l'importance du périnée, surtout chez la femme, c'est que ça va aider à soutenir tous les viscères du petit bassin et éviter tout ce qui est fuite urinaire, etc., descente d'organes, etc., etc. Donc c'est hyper important et ça peut se muscler à tout âge. C'est comme n'importe quel muscle. Vous pouvez faire du sport à tout âge. Mais là, c'est pareil, le périnée, c'est un muscle qui se travaille à tout âge. On peut récupérer sa tonicité, il faut en parler. Il y a plein de moyens. Au niveau kiné, il y a des interventions chirurgicales. Enfin voilà, il ne faut pas rester avec ces gènes au niveau pelvienne. Voilà, fuite, inconfort, il faut en parler, hein, c'est pareil, il y a plein de solutions. Et c'est une question souvent musculaire, voilà, ou ligamentaire, enfin, il y a plusieurs origines, donc il faut en parler, il y a des solutions. Voilà. Hop, ça c'est notre périnée. Voilà, on a encore d'autres muscles, là, tous les pelvitrocortériens, enfin voilà, les muscles fessiers, etc., etc. On va un peu enlever tout ça. Hop. Voilà, toujours mon crayon rose là. Hop, et on va surtout rajouter un au niveau urogénital. C'est ça qui nous intéresse. Ah, bonjour. Et bonjour. Et là, vous voyez, bingo. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai bien dessiné. Vous voyez l'utérus où il est là? Il est dans notre petit bassin. Il est sous la ligne rose. Voilà. Là, on va avoir hop, vessie, utérus, trompe, ovaire. Voilà. Et tac, on a nos uretères et ensuite l'urètre. Voilà. Et le ligament là, je pense ombilical. Tac. Voilà. Je pense que c'est ça. Je vais vérifier, mais. Oh là là, le ligament ombilical qui relie le nombril. Voilà. Jusqu'à la vessie. Voilà, on a un ligament ici. Là, on a nos deux uretères qui relient le rein à la vessie. Notre utérus. Voilà. L'ovaire, trompe, vessie. Ah ouais, vraiment, partie droite, c'est précis. Hein. Ultra précis. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous voyez. J'ai pas mon retour en même temps. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez plus le chat, mais c'est pas très grave. Vous pouvez l'afficher à côté, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je n'arrive pas à. Il faudrait que j'arrive à zoomer un peu plus, mais c'est pas. Au pad. Ah voilà. Au pad, c'est pas net. Voilà. Voilà. Vous voyez bien, hein, c'est en dessous la ligne rose, hein, dans notre petit bassin, dans notre pelvis. Voilà. Si on rajoute... Non, on est à fond. Et si on rajoute notre système digestif, derrière, voilà, derrière notre utérus. Donc là, si j'essaye de... Hop là. Voilà. On a notre vessie, notre utérus, notre vagin, et là, côlon
rectum, voilà, surtout sigmoïde, rectum, anus. Voilà. Et là, on a notre orifice vaginal, la vulve, etc., etc. Voilà. Donc là, ça vous permet de situer un peu c'est où qu'on est. C'est où qu'on est de ce qu'on va parler. Donc, revenons. Voilà, je vous aurais montré en espérant que si ça rebug tout à l'heure, au moins j'aurais réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Tac. Et on va revenir. Voilà. Donc, on va faire notre petite lecture. Voilà, là, on retrouve le hamac, tout le périnée qu'on a vu en 3D. Là, on va retrouver vessie, utérus, vagin, rectum, enfin sigmoïde, rectum, anus. Et là, on a notre utérus de dos, en vue postérieure, voilà, avec les ovaires, les trompes et le corps, voilà, l'utérus. Oui, c'est pas grave, je vais prendre un peu de couleur, peu importe. Hop, et bien commençons. N'hésitez pas, vous m'interrompez dès qu'il y a quoi que ce soit, une question, un truc, ça vous fait penser à quelque chose. Surtout, il faut me le dire. C'est pas un truc magistral, hein, je le dis à chaque fois. En commentaire, dans le chat, vous n'hésitez pas, vous balancez. Et je serai là pour, évidemment, y répondre avec grand plaisir. Et moi, j'adore découvrir des nouveaux trucs. J'adore me questionner sur plein de choses. Donc, au contraire, ça me fera très, 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 très plaisir. L'appareil reproducteur féminin comprend les structures suivantes. Ovaires, voilà, qui sont là. Ils sont paires. C'est la paire de gonades de l'appareil reproducteur féminin. Voilà, les gonades de l'appareil masculin, c'était les testicules, ce sont les testicules. Et bien, chez la femme, ce sont les ovaires. C'est là où sont produites les cellules germinales, les ovocytes, les ovules, les œufs, voilà, qui vont être fécondés par les spermatozoïdes, qui sont les gonades, enfin qui sont les cellules germinales de l'homme. Voilà. Donc ovocytes, œufs. Les ovaires vont aussi sécréter les hormones œstrogènes et progestérone, qui sont les hormones féminines. Alors, il me semble que les hommes peuvent aussi en sécréter un petit peu, je vais aller vérifier ça, et que les femmes sécrètent aussi de la testostérone. Donc, je vais aller vérifier ces infos, mais il me semble que c'est possible. Alors, hop là. Donc, on a dit progestérone, œstrogène. Et la testo, alors. Est-ce que... Comment ça se fait? Et ça y est, tout propre. Super. Destru, j'adore. Du coup, ah oui, je vais en profiter pour remettre, tant qu'on est revenu sur un chat en blanc, je vais en profiter pour remettre le lien. Si vous êtes témoin, victime, vous êtes un professionnel, enfin voilà, vous êtes, de toute façon, je pense que dans la vie, on est tous amenés à avoir cette problématique, voilà, à côtoyer de près ou de loin. Voilà, ce site est très bien fait. Il y a des supports, il y a des vidéos, il y a le chat 24/24, sans forcément vouloir déposer plainte ou autre, pour en parler, juste pour en parler. C'est un espace de parole où on peut trouver des ressources, voilà, de ne plus être seul face à ces violences. Voilà. Donc on en profite, hein, le 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on en profite, on balance les bonnes infos. Let's go! Alors, les deux sexes ont les 3 hormones sexuelles. Œstrogène, progestérone, testostérone. Voilà. Hommes et femmes ont tous ces 3 hormones, mais évidemment dans des quantités, à des niveaux, des seuils différents. C'est sur les proportions et le rôle de chacune. Voilà. Les hommes ont aussi œstrogène et progestérone. Voilà. Et chez l'homme, l'œstrogène vient de la conversion de la testostérone. C'est un dérivé de la testostérone. Et il joue un rôle chez l'homme aussi au niveau fertilité, libido, santé osseuse, humeur, fonctionnement cérébral. Et aussi progestérone en toute petite quantité. C'est le précurseur de la testostérone et du cortisol.
Il joue sur un équilibre hormonal, sur le sommeil. Voilà. Ah, fun fact, les hommes qui n'ont pas d'œstrogène par mutation ou traitement voilà, anti-aromatase, enfin peu importe, ont une libido dans le sac et des os fragiles. Comme quoi les hormones féminines, c'est pas que si féminin. Voilà, c'est des désagréments liés à cette hormone œstrogène qui est en plus grande quantité évidemment chez la femme, mais elle est aussi présente en petite quantité chez l'homme. Et les femmes aussi ont de la testostérone. Et pas qu'un peu. Tac. Ah, ça c'est un fun fact, dis donc. Alors, les femmes ont beaucoup de testostérone finalement. C'est l'hormone la plus abondante chez la femme, si on prend en quantité totale, pardon. Mais elle est beaucoup moins active que chez l'homme. Elle est produite par les ovaires et les glandes surrénales chez la femme. Rôle aussi sur la libido, l'énergie, la masse musculaire, l'humeur, la vitalité et la densité osseuse. Voilà. Oh là là, c'est fou. La testostérone est responsable de la sensation d'être pleine de vie juste avant l'ovulation. Ah oui, mon dos. Taquet. Au taquet, la gonzesse. Ok, incroyable. Eh ben dis donc. Alors ça, je le savais pas par contre. Mais j'aurais appris que chez la femme, l'hormone en termes de quantité totale, la plus présente c'est la testostérone, mais elle est beaucoup moins active que chez l'homme. C'est quand même fou ça. Mais c'est quand même fou. Finalement. Incroyable. Non mais j'en apprends tous les jours. Oh, truc de fou. Ben voilà, vous saurez tout. Vous saurez tout. Voilà, donc ça c'est les ovaires. Ils sécrètent hormones œstrogènes et progestérone. On le verra sur... il y a d'autres planches où on va voir justement le cycle au niveau des ovaires, etc., de l'utérus. Voilà, on va comprendre tout le cycle menstruel, les variations des hormones. Vous voyez, progestérone, œstrogène, etc. Donc on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler et de découvrir encore plein d'autres trucs plus tard. On va voir les trompes. Voilà, attendez, je vérifie, parce que moi, je parle. Si, c'est bon. Si j'ai pas mon retour, je suis capable de faire n'importe quoi pendant 20 minutes, sans que personne m'interrompe, parce que vous êtes trop sage, vous êtes trop gentil avec moi, et vous me direz rien. Les trompes utérines, trompes de Fallope, ou oviductes. Voilà, on l'entend pas souvent, ce terme-là, mais ça existe, oviductes. C'est une paire de tubes qui vont s'étendre par 1, 2, 3, de la partie de l'angle supérolatéral de la paroi utérine. Donc, au niveau de l'angle de l'utérus, là, voilà, vont partir les trompes de chaque côté. Voilà. Elles vont s'ouvrir dans la cavité pelvienne. Donc, vraiment, c'est comme le bout d'une trompette, quoi. Vous voyez, c'est ouvert comme ça. Le bout du tuyau, il est grand ouvert. Et ça s'ouvre donc au niveau de l'infundibulum tubaire. Je vous passe le terme. Infundibulum tubaire. Il est frangé. On voit là, il y a des petites franges. Voilà. C'est comme des poils, des franges à proximité de l'ovaire pour capter l'ovocyte, pour capter l'œuf qui va être expulsé de l'ovule. L'ovule, il va expulser, l'ovaire va expulser un ovule qui va être capté par les franges et ça va naviguer ensuite pour atterrir dans l'utérus où il va rencontrer, normalement, il peut rencontrer aussi dans la trompe d'ailleurs, ça va rencontrer l'autre gamète, donc le spermatozoïde, et après ça va venir se nicher dans la paroi, dans l'endomètre, et se nicher contre la paroi de l'utérus. Et d'ailleurs, si jamais l'ovule et le spermatozoïde fusionné, qu'on va appeler après la cellule œuf, l'œuf, s'il s'implante ailleurs que dans l'utérus, on va parler de grossesse extra-utérine. Et là, c'est une urgence médicale absolue. Parce que vous imaginez bien qu'un bébé n'aura absolument pas la place de se développer dans une trompe. Ça va la faire éclater. Donc là, on a un risque mortel pour la maman. Pareil si ça s'implante sur l'ovaire, pareil si ça s'implante ailleurs, ailleurs que dans l'utérus, où que ce soit, c'est pas viable et c'est même très dangereux.
Et souvent, ça donne des douleurs abdominales, des douleurs pelviennes, voilà. Donc, s'il y a une chance que vous puissiez être enceinte, il faut toujours penser à l'éventualité peut-être d'une grossesse extra-utérine. Voilà. Donc toujours, de toute façon, dès qu'il y a un doute sur quoi que ce soit, allez consulter. Ça, c'est nos trompes. Ben après, on a qui? Forcément, on ne peut pas parler de l'appareil génital féminin sans parler de l'utérus. C'est l'organe, voilà, en forme de poire. C'est pas si gros un utérus. Voilà, ça fait à peu près la taille d'une poire. C'est un organe musculeux, hein. C'est un muscle, entre guillemets. C'est un organe qui a une paroi externe, c'est du muscle. Au milieu, c'est du myomètre. Et à l'intérieur, il y a la couche endomètre. Voilà, c'est la partie sanguine qui va se désagréger au moment des menstruations. Donc la paroi intérieure qu'on voit là, un petit peu blanche, voilà, qui est représentée là, je ne sais pas si vous le verrez très bien, voilà, va se désagréger. Les règles vont arriver. Mais c'est ça qui, tous les mois, c'est ça qui est blanc, pardon, c'est ça qui est gris, là c'est la vessie, tout va bien. Là, cette couche blanche-là, qui va se désagréger, hop, voilà, les règles vont arriver. Et c'est ce réseau, voilà, sanguin, c'est ce réseau d'endomètre qui va créer un petit nid douillet dans lequel l'œuf va s'implanter et qui va nourrir, voilà, qui va donner l'apport sanguin, les nutriments pour que le bébé puisse se développer. Voilà, et tous les mois, c'est renouvelé. Donc il se désagrège, il se reforme, il se redésagrège s'il n'y a pas eu de fécondation et d'œufs implantés. Voilà. C'est le cycle menstruel, voilà, qui suit aussi l'ovulation. Enfin, voilà, on en reparlera quand on fera toute cette partie-là sur le cycle féminin. Voilà, donc notre utérus. Il y a donc là, on va dire, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, cette sorte de coque, de capsule, voilà la partie externe. Au milieu, le myomètre, M-Y-O-M-E-T-R-E, myomètre, et l'endomètre. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Voilà, mètre, enfin M-E-T-R-E, souvent ça fait référence à l'utérus. Voilà, ou aux règles, enfin voilà, au côté un peu féminin, quoi, l'organe féminin. Et d'ailleurs, on parle du myomètre. Je vais vous l'écrire comme ça au moins. Myomètre. Myomètre. J'y arriver. Myomètre. C'est un des muscles les plus puissants du corps humain. Voilà. Il est capable de développer une puissance incroyable, d'expulser un bébé. Voilà. Donc c'est un des muscles les plus puissants par rapport à sa taille, à la puissance qu'il peut développer. Je pense que vous demanderez à toute femme qui a accouché sur cette planète à quel point les contractions utérines peuvent être puissantes. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucune qui vous dira le contraire. Tac. Donc l'utérus, c'est un organe musculaire creux, de muscles lisses. On ne peut pas contrôler son utérus. Hein. C'est un muscle involontaire, c'est des fibres lisses qui vont protéger et nourrir le fœtus en développement, voilà, grâce à l'endomètre. Et le vagin, qui est un tube musculo-élastique dilatable. On l'appelle aussi canal génital. J'ai pas souvent entendu ce nom, mais voilà, sachez-le. Environ 8 à 9 cm qui s'étend du col utérin au vestibule. Voilà. Le col utérin, c'est le col de l'utérus, jusqu'au vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée, voilà, c'est l'orifice du vagin, quoi. Vraiment, c'est cette partie, voilà, ici. Bulbe du vestibule, tout ça. On va le voir là, autour. Vous verrez tout à l'heure. Là, autour du vestibule, il y a toute la partie érectile de l'appareil génital féminin. Voilà. Il n'y a pas que les hommes qui ont une partie érectile, les femmes aussi. Et d'ailleurs, le vagin peut changer, enfin a la capacité de pouvoir s'étendre jusqu'à 3 fois sa taille initiale. Voilà. Il peut s'allonger x 3.
vont passer de 7 jusqu'à 20 centimètres. C'est quand même pas rien. Bien pratique. Surtout au moment de l'accouchement ou autre, ou du coït, etc., etc. C'est quand même bien que ce soit un tissu élastique. Ça aide. Les viscères de l'appareil reproducteur féminin sont résumés dans le tableau suivant. On a donc nos ovaires qu'on va pouvoir... rose, j'ai envie de garder pour l'utérus. Les ovaires, on va les faire quoi? En orange. Allez, on est des fous. Les ovaires qui sont en 2. Toc. Voilà. C'est des structures suspendues entre le ligament suspenseur de l'ovaire qui contient vaisseau, nerf et toute la partie lymphatique de l'ovaire, hein, tout le paquet un peu vasculo-nerveux. On dit ça. Il contient donc tous les vaisseaux et le ligament propre de l'ovaire qui lui est attaché à l'utérus. Voilà, donc l'ovaire, il flotte pas comme le Saint-Esprit dans le pelvis, il est rattaché à des ligaments. Voilà. On a le ligament suspenseur de l'ovaire, voilà, et on a le ligament propre de l'ovaire. Voilà, donc nos ovaires sont reliés de part et d'autre par 2 ligaments. Et c'est à l'intérieur du ligament suspenseur qu'arrive toute la partie nourricière, veine, artère, lymphatique, voilà, qui permet de nourrir et de drainer cet ovaire. Donc là, on a dit c'est 2. On est parti pour le petit coloriage. Voilà, nos ovaires. En une vie, c'est une moyenne, hein. Hop, il va y avoir 400, à peu près 400 ovules, voilà, qui seront expulsés de nos ovaires. Tac. Et normalement, me semble-t-il, je vais revérifier, mais si mes souvenirs sont bons, en général, il n'y a qu'un seul ovule qui est expulsé à la fois. Donc un côté ou l'autre, enfin voilà, mais rarement les deux. Parce que si jamais il y a 2 ovules, il pourrait y avoir potentiellement une grossesse gémellaire. Il y a plusieurs mécanismes qui aboutissent à des grossesses gémellaires, des jumeaux. Hein. Voilà. Mais en général, il n'y a qu'un seul ovule qui va être expulsé. Je vais vérifier ça pour être sûr à 200%. Tac. Mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. Hop, alors, un seul ovule. Tac, et j'ai cycle. Let's go. Ça raconte quoi? Alors, dans la majorité des cas, un seul ovule sera expulsé par cycle. Donc, un ovule par plus ou moins un mois. Ça dépend de la longueur des cycles de la personne, de la femme en question. Un ovule par cycle dans 90% des cas. Chaque mois, il y a plusieurs follicules qui vont s'éveiller. Les follicules, c'est... En fait, vous verrez dans l'ovaire, il y a les follicules, voilà, qui vont maturer. Donc, il va y en avoir quelques-uns qui vont maturer, mais au final, il n'y en a qu'un seul qui va devenir dominant. Et c'est lui qui sera expulsé, qui sera choisi, ce sera l'élu. Voilà. Voilà, c'est comme le casting, hein. Il y a plusieurs candidats, mais il n'y a qu'un seul élu à la fin. Et c'est lui, bam, qui va ovuler. Mais parfois, il y a 2 ovules dans le même cycle. C'est très rare, mais c'est possible. C'est ça qui va donner les faux jumeaux, parce qu'ils n'auront pas pile le même code génétique, puisque c'est 2 ovules différents, donc ce ne sera pas pile le même code. Voilà. En cas de cycle irrégulier, voilà, c'est parfois l'hérédité. Hein, voilà, il y a des familles à jumeaux. Après 35 ans aussi, hein, sur les grossesses dites gériatriques, c'est très élégant. Hein, les grossesses gémellaires sont plus fréquentes sur les grossesses à partir de 35 ans. Toc. Ah, mon Dieu! Ah, ben là, j'ai un fun fact. Attention les yeux, vous êtes prêts? Il peut y avoir 2 ovules expulsés dans le même cycle. Voilà, donc déjà rien que ça,
c'est rare. Et potentiellement, il peut aussi y avoir fécondation, mais par deux papas différents. Voilà, c'est rare aussi, mais c'est possible. Hein. Dans la nature, tout est possible. Donc biologiquement, ça existe. Voilà, vous ferez ce que vous voulez de cette info. Et parfois, il y a 0 ovule dans le cycle. Voilà, ça arrive en cas de stress, en perte de poids brutale, voilà, problèmes hormonaux, enfin parfois, il y a des loupés. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait, environ 400 ovulations dans la vie d'une femme. C'est une moyenne, hein, évidemment. Voilà, j'espère que vous pourrez briller en société grâce à, grâce à cette info. Voilà, ça mettra peut-être un petit froid dans le dîner de famille de dire qu'on peut avoir des jumeaux de papas différents. Ça pourra peut-être mettre un peu d'ambiance à Noël, on sait jamais. Si les dîners sont un peu tendus, je suis désolée, mais ça me fait beaucoup rire. Voilà. Ça, c'était à propos de notre ovaire, ovule, etc., etc. Donc, là, il nous reprécise un petit peu le côté ligamentaire. Donc, on va en reparler. Hop. Chaque ovaire est maintenu dans la paroi du pelvis par le ligament suspenseur de l'ovaire qui contient les éléments neurovasculaires, c'est ce qu'on a vu. C'est rattaché à l'utérus au niveau médial, voilà, par le ligament propre de l'ovaire. Ça, c'est la partie ligamentaire de l'ovaire. On continuera après avec aussi les autres ligaments. Parlons de la trompe. On va la colorier. Alors, quelle couleur? Bleu. Ça peut être bien, bleu. Prendre un bleu foncé, comme ça, si on doit réutiliser un bleu, ce sera bien différent. Notre trompe, elle chemine dans le mésosalpinx du ligament large. Ce dernier soutient la trompe et l'ovaire et se réfléchit sur l'utérus. Les mésos, c'est du tissu conjonctif. Voilà. Vous pourrez entendre mésosigmoïde, mésentère. Voilà, tout ça, c'est des sortes de... C'est des enveloppes, c'est des sacs. Voilà, donc ça, c'est pour dire que notre trompe, elle est enveloppée, elle est dans un sac de tissu conjonctif, là, blanc nacré, comme ce qu'on voit à la boucherie, là, ce tissu blanc-là, nacré, c'est ça le tissu conjonctif. Eh bien, notre trompe, elle est voilà, dans ce sac qui lui est propre. Voilà. C'est donc le mésosalpinx. Salpinx, si vous entendez salpinx, ça fait référence à la trompe. Une salpingite, c'est une infection ou une inflammation de la trompe. Voilà, vous le saurez. Voilà, trompe utérine, on va pouvoir colorier. C'est la légende numéro 1. Voilà, les trompes. Et heureusement, la nature est bien faite. Elle a fait ces éléments-là de manière paire. Comme ça, si jamais, c'est malin, hein, si jamais il y avait une grossesse extra-utérine qui arrivait ou autre, une problématique sur une trompe, voilà, heureusement, une trompe qui se bouche, etc., on en a une deuxième. Voilà, ça permet évidemment à l'espèce de pouvoir perdurer. Parce que c'est ça le but, voilà, de faire perdurer notre espèce, ce côté ancestral, voilà, de survie. Toc. La trompe. Donc là, c'est la trompe droite, puisqu'on regarde de derrière. Donc on voit la trompe de droite. Et on voit les petits poilous. On voit les petites franges. Ça lui donne un petit côté Swiffer, là, un petit côté balai serpillière. Voilà, pour capter l'ovule qui va être expulsé. Je suis désolée, ça se trouve, je vous fais trembler là, dans tous les sens. Voilà. Pareil, s'il y a des... Si ça vous fait penser à des trucs, si vous avez des questions ou autres, vous m'interrompez, hein, parce que là, je suis dans mon truc, mais
Vous me dérangerez jamais, hein. Hop. Voilà. Notre trompe gauche. Touc. Et voilà. En un. Normalement, j'ai rien oublié. Normalement, je n'ai rien oublié, hein. Ça, l'utérus. Là, c'est bon. Ah mince, j'ai pas lu ça. Ça peut être intéressant, ça aussi. Là, nos trompes, ils nous redisent d'un petit quelque chose et un petit laïus. Les trompes, elles sont constituées de franges tubaires. Hein. Là, on l'a vu, c'est le bout, il y a des franges. Voilà. Comme la, comme la lampe de votre grand-mère, là, avec les pampilles et tout, là. Ben voilà, il y a des franges au bout de la trompe. Elles vont collecter les ovules de l'infundibulum, de l'ampoule et de l'isthme et de la partie utérine. Voilà, donc en fait, la trompe, elle est divisée en plusieurs, c'est segmenté au niveau anatomique. Donc il y aura l'infundibulum, l'ampoule, l'isthme et la partie utérine. Voilà. C'est des nomenclatures anatomiques. Mais déjà, si vous avez compris ça, là, c'est déjà largement suffisant qu'au bout, il y a des petites franges qui viennent capter l'ovule et que ça va acheminer jusqu'à l'intérieur de l'utérus. Bon, déjà, vous êtes top moumoute. Ça, et sur l'ovaire, il nous racontait tout à l'heure que donc ils sont suspendus à la paroi pelvienne latérale par le ligament suspenseur de l'ovaire et un par l'entrée de l'ovaire. Ça, on l'a vu. Normalement, je n'ai rien oublié. Je regarde s'il y a d'autres trucs. Là, périnée. Après, on va parler du périnée. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, on est bon. Normalement, j'aurais pas de trucs à revenir dessus. Alors, je regarde si dans mes notes, j'ai quelque chose à vous raconter de un peu rigolo que j'aurais pas vu. Les ovaires. Ok. Ça, on a vu. Les trompes. Ah, c'est bien dans les trompes qu'a lieu la fécondation. Donc voilà. C'est dans les trompes que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Hop. Hein. Ça. Ok. Et donc les franges, elles bougent grâce aux hormones. Voilà. Attendez, j'ai fait bouger un truc ou c'est moi? Oh, mais... non, mais voyez un peu, moi, du streaming de grande qualité. Hein. Vous êtes heureux d'être venu sur ma chaîne ou pas? Est-ce que vous êtes heureux? Streaming, là, je pense que ça y est, vous n'allez pas vous en remettre. Voilà, n'importe quoi. Alors, il y a tout qui bouge. Ça, on a vu. Périnée, on verra après. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Mais c'est magnifique. Ça, on a vu. Ok. Non, j'ai rien oublié. C'est magnifique. On va pouvoir parler maintenant de l'utérus. Ben oui. C'est le organe que tout le monde connaît. L'utérus. Il est constitué d'un corps, le fondus et l'isthme, et d'un col. Voilà. On a tout le corps de l'utérus et il y a le col, voilà, de l'utérus. À l'entrée là du col de l'utérus, c'est là où quand on fait un frottis cervical. Cervical, ça fait référence au cou, au col. Voilà. On vient faire un frottis cervical, donc au niveau du col de l'utérus. Voilà. Et pendant l'accouchement, quand on dit col dilaté à 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, pareil, c'est la dilatation du col de l'utérus pour savoir où on en est, pour libérer le fœtus. Voilà, ça c'est le col. Et le reste, c'est ce qu'on appelle isthme et fondus. Enfin voilà, c'est au niveau du corps. Si vous retenez déjà le corps de l'utérus et le col, c'est déjà largement suffisant. Vous en saurez plus que 99% des gens. Tac. Ça, c'est notre utérus qu'on va faire en rose. En rose. Il est soutenu par le diaphragme pelvien, donc par le périnée, par ce hamac qui va venir le soutenir, et par lui aussi des ligaments.
notamment le ligament large de l'utérus. Donc l'utérus, les trompes et les ovaires sont également maintenus par le ligament large, une forme de méso. Voilà, il revient encore ce nom, le méso. Dès que vous avez méso quelque chose, c'est un sac, c'est une enveloppe, c'est du tissu conjonctif, c'est voilà, un sac, une poche, comme on dit par chez moi, une poche. C'est limité par le péritoine qui va se réfléchir à la paroi pelvienne et recouvrir les structures viscérales génitales, mais pas tout à fait comme les mésentères au niveau intestinal. Voilà, sachez que c'est un méso. Voilà, c'est une enveloppe, c'est une poche, c'est un sac, c'est un truc qui vient envelopper, tapisser. Pas tout à fait de la même manière qu'au niveau abdominal, des viscères du ventre. Au niveau pelvien, c'est un tout petit peu différent, mais c'est pareil. Peu importe. Ce qui compte déjà, si vous savez qu'il y a un méso au niveau du petit bassin pour tout l'appareil génital féminin, bah alors là, les gens vont déjà vous regarder comme ça, vous dire waouh, le puits de science. Donc vous en saurez déjà plus que la plupart des gens et c'est magnifique. Je serai contente. Voilà, je serai contente. Leurs caractéristiques. Alors, ce ligament large, parlons-en. Il associe le mésovarium, pareil, méso. Vous pouvez vous dire pareil que c'est un méso, que c'est une enveloppe de tissu conjonctif autour d'un viscère, blablabla, voilà. Mésovarium, donc pour l'ovaire. Le mésosalpinx, on l'a vu tout à l'heure, méso, voilà, je ne refais pas le laïus, salpinx pour la trompe, qui enveloppe, bingo, la trompe utérine. Voilà, déjà vous lisez mésosalpinx, vous savez déjà ce que ça veut dire maintenant. Pas besoin de préciser l'enveloppe de la trompe utérine. Non, merci, je savais déjà. Pas besoin de préciser. Et mésomètre. Voilà, le reste du ligament avec le mésofuniculaire. Voilà, dès que vous avez méso quelque chose, ça suffit largement. C'est une enveloppe qui va englober une partie anatomique. Voilà, souvent c'est un viscère, voilà, un organe ou une partie d'un organe. Voilà. Ligaments cervicaux. Les ligaments cervicaux transverses, ce sont des condensations fibromusculaires. Donc, il y a une partie un peu contractile de ces ligaments-là. Une partie contractile des fascias du pelvis. Voilà. Pareil, c'est du tissu conjonctif, mais qui a une capacité à se contracter un petit peu. Voilà, qui, eux, soutiennent l'utérus. Les ligaments cervicaux. Voilà, les ligaments du col de l'utérus. Cervicaux, ça fait toujours référence là au col de l'utérus, évidemment. Et ensuite, on a les ligaments utéro-sacro. Pareil, vous pouvez vous douter de ce que ça veut dire. Utéro, utérus. Sacro, sacré, sacrum. Voilà, qui vont de l'utérus au sacrum. Ils sont étendus des côtés du col supravaginal, donc au-dessus du vagin, au sacrum. Ils soutiennent l'utérus. Ils sont situés sous le péritoine. Voilà, c'est des plis utéro-sacro. Le péritoine, c'est l'enveloppe des viscères digestives, c'est le sac des viscères, des organes digestifs. Donc, ces ligaments, ils vont soutenir l'utérus en dessous de ces plis, ces replis, parce que vous imaginez, il y a le sac. Comment je pourrais vous dire ça ? Vous avez vu, quand j'ai fait le trait rose, vous imaginez comme si on venait d'avoir posé le sac des viscères dans le bassin, comme ça, cadeau. Donc vous imaginez qu'il y a que ce sac, il dégouline un peu, vous voyez, il va venir faire des plis, des replis, en fait, autour de ces organes génitaux, là. Voilà, c'est comme si vous posiez votre sac de graines ou de courses, peu importe, sur quelque chose qui n'est pas plan. Le sac, il va venir épouser, il va aller dans les creux, dans les infractuosités. En fait, là, c'est un peu pareil. Voilà, imaginez ça. Et ça va créer des cul-de-sac, notamment le cul-de-sac de Douglas. Enfin, voilà. Sachez-le. Mais si vous avez retenu déjà le principe du truc, c'est pareil, vous êtes des rois. Vous êtes les kings. Hop, ça c'est notre utérus. Qui, évidemment, c'est l'organe qui va accueillir, contenir, je ne sais pas comment on peut, quel mot adopter. C'est lui qui va permettre au fœtus de se développer. Voilà. Pendant 9 mois.
Parfois un petit peu de rab, parfois moins. Voilà, c'est variable. Mais chez l'humain, c'est 9 mois, la gestation, la grossesse. Tac. Donc là, on a notre utérus rose. Et voilà. Et là, on voit un petit peu... Bon, vous pardonnerez la qualité de mon aplat hein, de couleur. Et là, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je vais essayer de vous montrer quand même. Là, en fait, je ne sais pas si vous verrez, il y a... Là, ça fait un... Vous voyez des plis. On les voit, les plis, les replis. En fait, par au-dessus les ligaments, enfin par au-dessus les organes, on voit le péritoine en fait qui vient qui est posé par-dessus et qui fait les plis, les replis, qui va suivre comme ça les organes génitaux. Enfin, voilà, utérus, etc. Vous voyez, là on les voit, hein, les cul-de-sac. C'est en fait le péritoine qui vient faire un cul-de-sac. C'est une impasse. Voilà. On peut pas aller plus loin. Au fond, on est au fond du sac. Là, c'est pareil. Voilà. 3. Je vérifie toujours peur d'oublier un truc sur la légende. On est bueno. Ça, après, on parlera du périnée. Ça, c'est autre chose. On a vu tous nos ligaments. Eh bien, on est pas mal. On est pas mal. Pareil, c'est des trucs que vous voulez que je reprécise. Vous me mettez dans le chat, dans les commentaires. N'hésitez pas. Je lis tout. Je lis tout. Hop. Eh bien, on n'a pas colorié notre... On va continuer là avec notre vagin. Hop. Alors, est-ce qu'on a des trucs à se dire sur notre utérus qu'on aurait loupé? Alors, utérus. Ben oui, un des muscles les plus puissants du corps humain, le myomètre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, à l'accouchement, il va développer une force comparable à un avant-bras qui grimpe à la corde. Bon, bah voilà. Petit ordre d'idée. Donc à taille, voilà. Vous voyez, un muscle enfin un organe qui fait à la base la taille d'une poire. Bon, on est quand même pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Le col. Ah bah oui, c'est au niveau du col aussi que est produite la glaire cervicale. C'est pas très élégant, on dit comme ça. Mais c'est ça qui fait barrière, qui fait bouchon entre le vagin et l'intérieur de l'utérus. Voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre au niveau biochimique. Sa composante chimique peut faire en sorte que les spermatozoïdes ne passent pas. Voilà, certains moyens de contraception jouent sur l'aspect de la glaire cervicale, voilà, et qui peut faire que cette barrière est impénétrable pour les spermatozoïdes. Voilà, donc c'est un des modes d'action de certaines contraceptions. Voilà, sachez-le. Et pareil, fun fact, bon, si vous êtes en train de manger, bon appétit. La glaire cervicale va changer 4 à 5 fois d'aspect pendant le cycle. Voilà. Ça peut changer de texture, une sorte de gelée transparente. Ça peut être très blanchâtre, très épais, crémeux. Voilà, les femmes pourront vous en parler. En long, en large, en travers. Des joies, bonheur, mais ça peut changer plusieurs fois. Donc, au niveau hormonal, pendant le cycle. L'aspect de cette glaire-là, mais on comprend pourquoi. Puisque d'un moment à l'autre du cycle, ça peut être soit une barrière, soit au contraire laisser l'accès après l'ovulation, et encore heureux, aux spermatozoïdes. C'est quand même mieux quand ça si ça fonctionne dans ce sens-là, c'est mieux. Hop, je crois qu'on est bien là. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire dans mes petites notes. On va continuer. Tac, il va nous rester... Alors, vagin, quelle couleur on fait? Il faudrait quand même une couleur un peu repérable. Ce sera vert. Allez, let's go, le vert. Hop. Le vagin en 4. Voilà. Mais c'est un canal musculaire, on l'a dit tout à l'heure, qui est incroyablement élastique. Il peut passer de 7
à 20 centimètres. Voilà, quasiment 3 fois plus. C'est quand même un truc de fou. Et encore heureux. Tuc. Donc, messieurs, j'ai envie de vous dire, c'est un organe ultra adaptable. Peu importe l'équipement. Voilà. Donc, soyez tranquille avec ça. Ça va de 7 à 20. Il n'y a pas de débat. Voilà. C'est ultra adaptable. Tuc. Ça, c'est notre... Voilà. Vers là. Ça, c'est le vagin. Voilà. Youpla. Voilà. 4. Qu'est-ce qu'on peut se raconter d'autre? Son rôle, ben évidemment, il joue un rôle dans la sexualité, l'accouchement, les menstruations. Voilà, c'est un canal, c'est un chemin. Voilà. Le chemin du bonheur, peut-être certains ou certaines diront, et c'est magnifique. Et d'ailleurs, ben évidemment, la lubrification, c'est pas qu'un truc un peu sexy, un peu sympa, c'est évidemment un protecteur mécanique. Voilà, ça protège contre les micro-lésions, toutes les irritations, etc. Et les femmes ménopausées pourront vous raconter, évidemment, quand la lubrification naturelle du vagin commence à se raréfier avec l'arrivée de la ménopause, eh ben, ça donne des douleurs, des soucis, des désagréments, cette sécheresse-là, des démangeaisons, des irritations. C'est extrêmement problématique chez certaines femmes. Donc voilà, naturellement, ça joue un rôle de protecteur mécanique aux micro-lésions. Ça, c'est notre vagin. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se raconter d'autre? Là, je regarde. On va pouvoir se parler un petit peu. On va décrire peut-être ça avant de parler du périnée. Désolée, je fais un petit conciliabule avec moi-même. J'essaye de trouver des couleurs qu'on n'a pas encore utilisées. Le jaune, le rouge, on n'a pas fait non plus. Le jaune, un certain vert, le marron. Alors, pareil, on va essayer de prendre des couleurs assez flashy, assez visibles. On va faire, alors, 5. Voilà. Voilà. Toc. 5, on aura notre clitoris. Voilà. Alors, tchouk. J'aimerais bien vous parler de la différenciation, en fait, des points communs et de la différence qu'il y a entre appareil génital masculin et féminin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre... Ah, attendez, il faut que je retrouve ça. Donc, on a dit la différenciation... l'appareil génitaux et féminin, ça c'est l'embryologie en fait qui détermine ça. Donc au niveau embryo. Parce qu'en fait, à un moment donné, le fœtus il est indifférencié. C'est ni masculin ni féminin. Et à un moment donné, les gènes vont s'exprimer et ça va donc partir soit du côté masculin, soit du côté féminin, bref. Mais en fait, on a à la base, en fait, il y a des structures qui sont indifférenciées, qui sont communes. Et même en se différenciant, en fait, elles prennent chacun une route différente. Mais quand on remonte à l'origine, on se rend compte qu'il y a des points communs, en fait, entre hommes, femmes, au niveau des appareils génitaux. Donc, c'est un peu rigolo. Moi, j'ai bien aimé ce cours-là quand je l'ai fait. Donc, je vais essayer de vous retranscrire ça de manière un petit peu drôle, ou en tout cas un peu plus ludique. Donc, jusqu'à 6 semaines, l'embryon, il n'est ni fille ni garçon. Tout le monde a les mêmes structures. Les canaux de Muller,
peu importe les noms, on s'en fiche, mais les canaux de Muller, ce sera le futur organe féminin. Les canaux de Wolf sont les futurs organes masculins. On a un tubercule génital qui sera, et là écoutez bien, soit le futur clitoris, soit le futur pénis. Donc en fait, on se rend compte que, comment je pourrais dire ça? Le pénis, en fait, c'est soit un maxi organe embryologique, voilà, qui s'est développé, et le clitoris, c'est en version mini, si je puis dire, qui ne s'est pas vraiment développé de la même manière, en tout cas, mais ça a la même origine. Et d'ailleurs, ça a un petit peu, très entre guillemets, un peu la même forme et la même sensibilité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, c'est rigolo à savoir que, en fait, embryologiquement parlant, c'est la même origine. Ça part du même tissu, voilà, mais ça prend 2 routes différentes. Voilà, je trouve ça rigolo. C'est très drôle à savoir. Donc ça, c'est le tubercule génital, en fait, qui va donner soit un pénis, soit un clitoris. On a les plis urogénitaux et 2 bourrelets labio-scrotais. Pareil, quand vous entendez ce nom, labio-scrotais, labial, ça fait penser à lèvres, donc les lèvres. Jusque là, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse imaginer le truc. Et scrotum. Donc en fait, là, c'est pareil. On se rend compte que à la base, il y a 2 bourrelets aussi au niveau de l'embryon qui soit vont évoluer, enfin descendre, voilà, pour accueillir les testicules qui vont descendre, alors que chez la femme, les gonades vont rester dans l'abdomen, enfin au niveau pelvien. Donc en fait, chez l'homme, ça va descendre au niveau de ces plis-là et former en fait le scrotum. Et chez la femme, ça va donner simplement les grandes lèvres. Il n'y a rien, voilà, au niveau des lèvres, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de structure particulière. Mais voilà, là pareil, c'est un peu la même, ça vient de la même origine embryologique. C'est rigolo. Tac. Voilà, il y a un facteur déclencheur, c'est tout ce qui est chromosome, X, Y, voilà, c'est ça qui fait que ça va s'activer à un moment donné et faire partir sur le côté féminin ou masculin. Voilà. Si le facteur Y ne s'active pas, on est par défaut féminin. Voilà. Et si le facteur Y s'active, voilà, l'homme c'est XY, la femme c'est XX dans les chromosomes. Donc si l'Y se manifeste, ben voilà, ça part sur le versant masculin. Avec, en fait, ça va déclencher des hormones qui vont faire que ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Grâce à l'action en fait au niveau chromosome Y, c'est la testostérone qui va s'activer. Donc les gonades vont se transformer là en testicules. Et sans cette activation Y, les gonades vont rester ovaires. Voilà. Les canaux de Muller se transforment en trompe utérine. Les canaux de Wolf disparaissent sans la testostérone. À ce moment-là, elles involuent, elles disparaissent. Le tubercule génital devient le clitoris. Les plis urogénitaux deviennent les petites lèvres et les bourrelets labio-scrotais deviennent les grandes lèvres. Voilà. Lorsque le Y s'active, donc, sous l'effet de la testostérone, les canaux de Wolf deviennent épididyme, canal déférent, vésicule séminale. Donc, ce qui est fait trompe, ça devient épididyme, canal déférent, vésicule séminale. Ce qui fait trompe et utérus, pardon, trompe, utérus, voilà, vagin, ça devient épididyme et les différents canaux, vésicule séminale, tout ça chez l'homme. Les canaux de Muller, eux, vont régresser, voilà, puisque il n'y a pas l'activation. Ensuite, le tubercule génital devient le pénis. Les plis urogénitaux se ferment, ça devient l'urètre masculin, voilà, dans le pénis. Et les bourrelets labioscrotaux deviennent le scrotum, les bourses. Voilà. Donc vous voyez, il faudrait que je trouve des schémas un jour pour vous montrer ça. Les chemins que, voilà, l'embryon, vers quel chemin ça part et quelle forme ça prend
en fonction de la différenciation homme ou femme, en fonction de l'activation du chromosome Y ou pas. Voilà. Donc clitoris et pénis viennent de la même structure embryonnaire, c'est rigolo. Le tuc, ça on a un. Alors ça on a vu. Et il peut y avoir des fois des problèmes de différenciation. Voilà. Ça peut donner des problématiques à ce moment-là. Bon là c'est de l'hyperspécialité après. Voilà. Mais vous coucherez moins bête. Et vous verrez plus jamais un clitoris ou un pénis de la même manière. Voilà, ça c'était le petit truc un peu rigolo du stream. Qu'est-ce qu'on se raconte d'autre? Qu'est-ce que j'avais comme note à vous dire? On a ça aussi. Ça et ça on a aussi. On a vu 10. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à se dire après sur le bulbe? Nickel. Donc, là, je vais me permettre de faire le 5 et de passer au 10 juste après. Parce qu'en fait, là, ça constitue, vous vous doutez bien, puisque ça vient de la même origine embryologique, etc., etc., vous avez tous peut-être pu remarquer, voilà, ou vous avez peut-être tous entendu dans votre vie, que le pénis et le clitoris sont des organes érectiles. Voilà. Hop. Donc, quel est leur intérêt? Pourquoi cette fonction? Pourquoi cette fonction? Voilà. C'est quoi les rôles de tout ça? Donc, ça aide indirectement, en fait, à la reproduction. Voilà. Ça va déclencher une excitation sexuelle, stimuler les contractions utérines pour aider les spermatozoïdes aussi à avancer, etc. etc. Ça régule le tonus du plancher pelvien. Enfin voilà, il y a plein d'actions. En fait, leur rôle, c'est plus mécanique. Voilà, pour aider cette fécondation. Tout l'intérêt de tout ce tissu-là, en fait, érectile. Voilà, ça vient en soutien, en support. Voilà, pour faciliter, hop, tout ce qui est fécondation et reproduction dans le sens large du terme. Voilà, donc on va faire aussi donc, le bulbe du vestibule qui est aussi un tissu érectile. Voilà, qui font que on va dire l'orifice du vagin, là aussi, va changer de volume. Voilà. Avec l'excitation sexuelle. Toc. Ça, c'est 10. Hop. Le bulbe du vestibule. Vestibule, on a dit, c'est l'entrée du vagin. Voilà. Là, on ne le voit pas là. On ne le voit que là. Voilà. Donc, il vient donc en soutien. Voilà. Hop. Et voilà. On en a parlé. Hop. Je regarde si j'ai oublié des trucs. Non, on est bueno. Voilà. Au niveau des organes, enfin de l'organe, pardon, génital féminin, on a aussi la sortie, voilà, l'ostium. Donc c'est le bout du canal. L'ostium, c'est un petit trou, un ostium, voilà. Donc là, on a désolé du terme, mais c'est le trou du pipi, quoi. Voilà. Donc chez la femme, dans l'ordre, vous avez, quand vous regardez un plancher pelvien du dessous, il y a clitoris, ostium de l'urètre, donc le trou du pipi, le vagin et l'anus. Voilà. Toc, puisque la vessie est juste devant l'utérus, voilà. On a donc clitoris, ostium
de l'urètre et vagin, donc vestibule à l'entrée du vagin. Donc là, en 6, ici, on a en jaune, ce sera peut-être pas très visuel, mais notre trou du pipi. Tac. Ensuite, ben on va les faire en vert. Petite lèvre, grande lèvre, voilà, qui donne une protection mécanique. Voilà. Alors, petite lèvre, 7. Alors, hop. Et d'ailleurs, ça peut être parfois source de complexes ou amener à aussi des problématiques mécaniques, des irritations, des inconforts. La forme des petites lèvres, des grandes lèvres peut être très très variable, voilà, d'une femme à une autre. Et parfois, ça peut être source de gêne ou de complexe. Donc, si jamais c'est le cas, il faut en parler. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de gênant. C'est quand même mieux d'avoir une sexualité épanouie, de se sentir bien dans son corps. Voilà, pas avoir de blocage particulier, surtout voilà, en 2025. Et encore plus tard, j'imagine. Voilà, le milieu médical est quand même rempli de solutions. Donc, il faut en parler. Les hommes aussi, hein, s'il y a quelconque gêne dans la sphère de la sexualité ou autre, il faut en parler. Il ne faut pas rester avec ces gènes, c'est trop dommage. Surtout dans nos ères actuelles. Là, ils les ont pas mis. Voilà. Petites lèvres. Et 8 grandes lèvres. D'ailleurs, il y a aussi, malheureusement, alors bon, j'imagine que ça doit... Potentiellement, c'est toujours peut-être pratiqué dans certains endroits de la planète, mais il y a certaines mutilations du corps de la femme qui se pratiquaient, voilà, par l'ablation des petites lèvres, des grandes lèvres. Voilà. Donc, voilà. C'est pas rare que certaines femmes arrivent en France avec une autre culture ou une autre ethnie, religion ou autre, voilà, et qu'elles aient des interventions de chirurgie réparatrice suite à ce type de sévices-là qui sont dramatiques. Voilà, c'est vraiment dramatique. Voilà, j'en parlerai pas plus. Hop. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, heureusement, on est dans des sociétés où il existe des solutions médicales. Heureusement pour nous en France. Voilà, ce type de problématique. Et 9. Toc. Voilà, là on a notre orifice vaginal. Toc. Hop. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça s'appelle l'excision. Je n'ai pas précisé, mais ce type de mutilation, voilà, ça s'appelle l'excision. Tac. Voilà. Ça, c'est 9. Voilà, évidemment, oui, j'ai pas précisé. Là, c'est le pubis, hein, symphyse pubienne. Voilà. Pubis, sacrum, sigmoïde, rectum, anus, nos trompes, ovaires, utérus, vagin, l'orifice, petite lèvre, grande lèvre, clitoris, et là, notre vessie, urètre, orifice urétral. Et voilà. Là, toute la partie érectile, voilà, qui est autour de l'orifice vaginal. Et c'est incroyable. Je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir parler du périnée sereinement. Donc, tout ce petit monde-là, c'est soutenu par des muscles en forme de hamac. On les a vus tout à l'heure, là. Notre périnée. C'est ça, le périnée. Il est aussi présent, évidemment, chez l'homme. Il n'y a pas que la femme.
Il n'y a pas que chez la femme. Alors, ça dit quoi? J'essaie de vous rendre ça un peu plus fun quand même. Alors, si je reprends mes petites notes. Voilà. Périnée. Voilà. C'est des superpositions de couches musculaires. Déjà, si vous retenez que c'est un hamac qui est tendu du pubis au coccyx. Attendez, si j'arrive à retrouver, en espérant que la scène ne soit pas partie. Oh purée, mais j'ai l'impression que je suis maudite. J'ai l'impression qu'il se désactive le logiciel en fait quand on l'utilise plus. Donc voilà, c'est un hamac. Retenez ça, musculaire, qui va soutenir nos organes pelviens. Voilà. Du pubis au coccyx. Ça, c'est hyper important. C'est un muscle, donc il se travaille à tout âge, que vous soyez homme, femme. Voilà, c'est hyper important. Surtout quand vous faites des abdos, tout ça. Pensez à votre périnée aussi. Pensez à contracter votre périnée. Désolée, je vais le dire comme ça, hein, à retenir votre pipi, votre popo. Voilà, vous soutenez, vous serrez le périnée. Parce que sinon, avec la pression abdominale, vous serrez le ventre, mais du coup, ça fait comme un tube de dentifrice. Vous allez serrer là et ça va ressortir par où? Donc, vous allez fragiliser, en fait, si vous ne le soutenez pas, vous allez prédisposer, vous allez fragiliser les problématiques de fuite et autres si vous ne soutenez pas, en fait, votre périnée. Donc, c'est hyper important. Dès que vous faites des abdos, des efforts de poussée, etc., soutenez votre périnée. Retenez votre pipi, votre popo. C'est hyper important. Sinon, imaginez, c'est comme un tube de dentifrice. Vous allez presser vos organes et ça va sortir. Vous allez faire une pression énorme qui va s'exercer sur votre pelvis. Et si vous n'avez pas en rapport la force qui va les soutenir, bah, au bout d'un moment, il y a tout qui va s'effondrer. Voilà. Donc, pensez à moi quand vous allez à la salle. Pensez à moi quand vous allez à la salle, quand vous faites du pilates, quand vous faites tout ce que vous voulez, des abdos. Serrez, serrez votre périnée. Nom de nom. Dès que je pourrais vous le dire, de toute façon, ça, je vous bassinais, je vous l'avais dit. Ça fait des mois que je vous le dis, dès que je peux vous le balancer, celui-là. Voilà. Rôle, c'est quoi son rôle? Maintien des organes. Si vous ne voulez pas avoir une descente d'organes, soutenez votre pipi, votre popo, là. Voilà, son rôle, la continence. Si vous ne voulez pas vous faire pipi dans la culotte, pareil. À la salle, vous serrez, voilà, pipi, le popo. Il a un rôle hyper important dans la stabilité posturale aussi, parce que il est à la base du bassin. Voilà. Donc, il a quand même un rôle postural énorme. Et il joue un rôle, évidemment, dans la sexualité. Voilà. Non, ça... Ok. Évidemment, Ziron. C'est pour ça que des fois, il y a des pétous quand on fait des abdos. Évidemment. Évidemment, si vous ne retenez pas votre pipi, votre popo, ça fait tube de dentifrice. Hein. Ça fait tube de dentifrice. Hein. Vous serrez, et ça sort à l'autre bout. Hein. Il n'y a pas de... C'est mécanique. Hein. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc, chez les hommes aussi. Chez les hommes aussi. Les hommes, les femmes, tout le monde, on soutient son périnée. Voilà. Toc. Ça, c'est le périnée. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, notre néther, là, sur notre périnée? Le périnée, c'est une région en forme de losange. Il a une forme de diamant, étendue de la symphyse pubienne, donc du pubis, en avant, jusqu'aux tubérosités ischiatiques sur les côtés. Voilà. Donc, ça fait un hamac de l'avant à l'arrière et aussi sur les côtés. Au niveau des deux os pointus des fesses, les deux os pointus du cul, là. Hop. Et jusqu'au coccyx en arrière. La partie antérieure, donc la partie avant de cette région en forme de losange. Donc, la partie antérieure, je ne sais pas si vous allez voir, attendez, j'ai perdu mon retour. Voilà. Donc, la partie antérieure, la partie avant du losange,
correspond au triangle urogénital, parce qu'il y a le côté urinaire et génital. Il contient vulve, organes génitaux externes. Et la partie urinaire aussi, il y a l'urètre. Les grandes lèvres recouvrant les tissus érectiles du bulbe vestibulaire, c'est ce qu'on disait, les grandes lèvres, le tour de l'entrée du vagin à la vulve, voilà, vont augmenter de volume aussi avec l'excitation, le clitoris aussi, c'est des tissus érectiles qui ont la même origine que le pénis au niveau embryologique, voilà. Donc les grandes lèvres vont recouvrir ce tissu érectile. Ça enveloppe aussi les petites lèvres qui vont séparer la vulve du vestibule du vagin et de l'ostium urétral. Donc ça va protéger au niveau mécanique, ça protège des bactéries, ça protège des irritations. Voilà, ces lèvres, elles sont là pour protéger l'entrée du vagin et la sortie de l'urètre, l'ostium de l'urètre. Les tissus érectiles du clitoris, voilà, des piliers du corps jusqu'au gland, délimitent la frontière latérale du triangle urogénital. Ils sont attachés le long de la branche ischio-pubienne de chaque côté. La branche ischio-pubienne, c'est celle qui va du pubis aux os pointus des fesses. Voilà, ça c'est la branche ischio-pubienne. Ischium, pubis. Cette région est innervée par le nerf pudendal. Le nerf pudendal, il peut y avoir la névralgie pudendale, c'est un enfer sur terre. C'est des personnes qui ont des décharges électriques au niveau des parties génitales, du périnée, qui ont des douleurs forcément au rapport, qui peuvent avoir des douleurs quand elles vont aux toilettes. Enfin, c'est une sorte de, excusez-moi le terme, une sorte de sciatique. Alors, ça n'a pas de sens, ce que je dis. Mais vous voyez, ça vous lance, ça fait des décharges comme vous pouvez avoir des fois dans la jambe, mais ça vous fait pareil au niveau du périnée, au niveau des organes génitaux. C'est un enfer. Voilà. À cause de qui ? Parce qu'il y a un nerf pudendal. Il y a un nerf qui passe, voilà, et qui va innerver tout ce plancher-là, toute cette selle, tout ce plancher pelvien. Voilà, c'est innervé par l'artère pudendale interne. Voilà. Bon, le nerf pudendal, c'est des branches qui sortent du sacrum. Voilà, c'est des branches sacrées. S, d'où leur nom S. Voilà. Et donc là, on a aussi vu que notre périnée, donc il y a le triangle avant, mais à l'arrière, le périnée, il va soutenir aussi l'anus. Voilà. Vous avez tout. Là, vous savez tout. Alors, on va quand même se parler un petit peu, comme d'habitude, du côté pathologique, ou voilà, s'il y a des petits points d'alerte, des choses comme ça à comprendre. Donc, on va essayer de faire dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui peut toucher l'appareil génital féminin ? Là, évidemment, il y a les cancers, là aussi. D'où l'intérêt de faire des frottis de dépistage pour éviter tout ce qui est cancer du col de l'utérus. Voilà, le frottis dépiste ça. Il y a des vaccins, voilà, pour protéger des papillomavirus. Le papillomavirus, c'est lui qui est responsable des cancers du col de l'utérus. Les hommes et les femmes peuvent porter ces virus sur eux et être asymptomatiques. Voilà, donc les hommes aussi peuvent se faire vacciner pour protéger leur partenaire. Voilà, sachez-le, c'est proposé maintenant aux ados garçons et aux ados filles. L'idéal, c'est de le faire vraiment à l'adolescence avant d'avoir eu des partenaires sexuels. Comme ça, au moins, vous protégez tout le monde et c'est top. Voilà, donc après, libre à vous. En tout cas, sachez que c'est disponible pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Et ça va protéger contre les papillomavirus. Voilà, ça c'est pour le cancer du col de l'utérus. Ensuite, évidemment, il y a cancer de l'utérus, cancer ovarien, cancer de la vessie, bon là c'est l'appareil urinaire, mais chez les hommes c'est pareil. Voilà, niveau cancer, c'est déjà pas mal. Il y a des pathologies, alors là vous en avez sûrement entendu parler aussi, c'est l'endométriose. On fera un live, je sais plus si c'est au mois de mars, je crois que c'est vers le printemps, la journée aussi de sensibilisation à l'endométriose. Pardon, dans les grandes lignes, l'endomètre, on l'a vu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'utérus, c'est le tissu qui permet de venir nourrir, qui vascularise, qui va donner après le placenta. Enfin voilà, c'est ça qui va faire que le bébé va être nourri.
Et ben cet endomètre, normalement, il est juste dans l'utérus. Voilà, c'est sa place. C'est là où il est utile. Il se désagrège à chaque cycle, etc. Mais parfois, malheureusement, il se loge à différents endroits. Donc, chez certaines femmes, elles peuvent avoir du tissu d'endomètre sur les ovaires, dans la paroi abdominale. Il y en a parfois même jusque sur le diaphragme. Voilà. Donc, comme il y a un cycle, ben ça va s'inflammer, se désagréger, se remettre. Enfin voilà. Donc, ce tissu qui n'a rien à faire là où il est va créer plein de désordres, des douleurs abdominales, des douleurs aussi au rapport sexuel. C'est vraiment, ça pourrit la qualité de vie. Et c'est une maladie qu'on commence à connaître de mieux en mieux. Voilà, donc je pense qu'on fera un live pour sensibiliser à ça, parce que ça touche quand même pas mal de femmes. On en parlera un peu plus, je pense, l'année prochaine. Voilà. On peut parler aussi, alors ça c'est des problématiques, comme le point d'appel, c'était aussi les violences faites aux femmes. Il y a aussi malheureusement des violences sexuelles qui peuvent arriver hommes comme femmes d'ailleurs. Hein. Et ça peut induire ensuite des problématiques de vaginisme ou de douleurs au rapport sexuel, ensuite des blocages, etc. Ça va induire des spasmes involontaires du périnée. Voilà. Et ça peut être la conséquence d'un traumatisme, mais pas toujours d'ailleurs. Hein. C'est pas toujours lié à ça. Mais comme toujours, dès qu'il y a une problématique sur cette sphère-là, ben, il faut en parler. Il ne faut pas rester seul avec ces problèmes. Voilà, donc c'est des notions qu'il faut aborder parce qu'il n'y a pas de tabou. Voilà, les professionnels de santé sont là pour accompagner tout le monde dans les différentes difficultés qu'il peut y avoir au cours de la vie. Voilà, les douleurs au rapport sexuel et le vaginisme aussi en font partie. Donc surtout, n'hésitez pas à aller pousser la porte et à en parler à un professionnel. Il ne faut pas rester avec ses soucis. Et on a d'autres petits trucs un peu glamour aussi à se dire. À ce niveau-là, ben, évidemment, les infections, tout ce qui est cystite, voilà, bon là c'est infection au niveau de la vessie, mais ça va donner des gènes, des démangeaisons au niveau du périnée, forcément, voilà, c'est pas très fun. Il y a aussi tout ce qui est mycose, voilà, enfin, IST, mycose, infection voilà, sexuelle, MST, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, là je vais parler un peu plus du côté mycose et cystite. Ça peut être lié parfois à un excès d'hygiène, aussi bizarre que ça puisse paraître. On a une flore, d'ailleurs, flore vaginale, on en a déjà parlé, que le bébé va ingérer lors de l'accouchement. Il va ingérer cette flore et c'est cette flore-là qui va coloniser notre système digestif, qui va créer notre flore digestive à nous. Merci maman. Voilà, donc ça peut causer des fois des petits désordres quand il y a eu césarienne, parce que le bébé n'a pas profité de cet apport-là de bonnes bactéries de la maman. Voilà, sachez-le. Et donc, ces bonnes bactéries, elles sont là, elles sont bonnes, elles sont là pour nous aider. C'est nos soldats, c'est nos gardiens. Et le fait de laver trop souvent, au niveau gynéco, de se laver à outrance, en fait, on lessive ces bactéries. Et en fait, ça laisse, il n'y a plus de gardien, ça laisse la porte ouverte à tout le monde, à tous les opportunistes, les petites bactéries qui, elles, sont beaucoup moins sympas, et qui vont venir s'installer là comme ça, mettre bien au chaud. Et puis après, ça démange, ça brûle, on a des pertes un peu cheloues. Voilà. Donc, des fois, ça peut paraître contre-intuitif, mais juste en se lavant moins. Mais voilà, moins, mais bien, hein, mais pas 50 fois par jour, c'est pas nécessaire. Il y a déjà un système auto-nettoyant intégré, la nature est bien faite. Voilà. Les vêtements trop serrés aussi, ça peut favoriser cystite, mycose, voilà, tous ces désordres, ça va fragiliser l'équilibre en fait naturel de la flore. Voilà, sachez-le. Des fois, c'est des petits tips comme ça auxquels on ne pense pas, mais l'excès d'hygiène, en fait, c'est contre-productif. Donc des fois, il faut se dire dans sa tête, allez, et ça va aller mieux, vous verrez. Tout simplement. Voilà. Mince, t'as pris ta douche. C'est drôle. Mince, j'ai pris ma douche. La semaine prochaine, voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des femmes, et c'est tout à, voilà, c'est tout à leur honneur, hein. Mais à chaque fois qu'elles vont faire pipi, chaque fois qu'elles vont aux toilettes, après chaque rapport, après ceci, après cela, en fait, elles passent leur journée à se nettoyer les parties intimes. Et en fait, c'est trop, c'est too much. Voilà. Des fois, se rincer, juste, voilà, utiliser des savons très, très doux, et exprès pour ça, des lavants intimes, et ça suffit, voilà. Donc, il faut en parler à son pharmacien qui donnera les bons produits et tout et tout. Mais sinon, c'est pas la peine de se nettoyer à outrance. Le corps est bien fait, il a déjà son système auto-nettoyant. En fait, on ne fait que perturber. Voilà. Salut Shirka. Coucou. Une collègue t'a conseillé un traitement à l'ail. Ah. Pour traiter quoi? Les mycoses. Mon Dieu. Ouais, des fois, il y a des conseils, on s'en passerait quoi. Voilà ce qu'on peut se dire sur les petits et gros désagréments au niveau des femmes. Et j'enfonce toujours le clou, si vous avez des problématiques d'inconfort, de fuite, de descente d'organes, j'en passe et des meilleurs, consultez. Ce n'est pas normal de se faire pipi dessus et de pas, voilà, vous pouvez aller en parler, il y a des solutions avant d'accepter d'en être à ce stade-là. Il y a plein de choses qui existent, c'est propre à chacun, mais pour ça, il faut en parler. Restez pas avec ces problématiques-là. Et soutenez votre périnée quand vous faites du sport, vous retenez votre pipi, votre popo. Vous penserez à moi. Vous retenez votre pipi, votre popo. Ça vous évitera de vous faire pipi ou caca dessus plus tard. Voilà. Pensez-y dès maintenant, là, que vous avez 20, 30 ans, là, c'est maintenant. Ceci dit, à n'importe quel âge, on peut travailler son périnée. Même si vous avez des soucis à 50, 60 ans, c'est toujours, même 70, peu importe, c'est toujours le moment de travailler son périnée. C'est un muscle et ça se travaille à n'importe quel moment. C'est comme tous les muscles. Voilà. Vous allez vous dire, elle nous bassine celle-là. Mais elle nous bassine. Alors, qu'est-ce que vous me racontez comme bêtise encore? Oh mon Dieu, t'as passé l'âge. Travaille ton périnée. Ah, coucou. Coucou Caro, salut Carole. Ouh. Et j'ai pas eu le temps de faire ton saut automatique. Mais c'est prévu sur ma petite liste de tâches. Voilà. Salut Carole. Il y a une autre Carole. Donc voilà, réservez-lui le meilleur accueil. C'est forcément quelqu'un de bien. Vous allez bien? Vous allez bien les filles? C'était trop bien. Franchement, si vous avez pas, je sais pas depuis quand vous êtes là, mais si vous avez loupé le début du live, c'était trop cool. Voilà, on a parlé de plein de trucs trop bien. Et bien, ma foi, ça va toucher à sa fin. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, bah, évidemment, je refais toujours un petit point. Si vous êtes victime, témoin, professionnel, un proche, peu importe, vous êtes victime de violences sexuelles ou autres, voilà, parlez-en. Il y a un site, voilà, ouvert par le gouvernement avec un chat 24/24. Voilà, arrêtonslesviolences.gouv.fr où vous pouvez trouver des supports, un chat. Voilà, qui que vous soyez, concerné de près, de loin, on est tous concernés. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, on est tous concernés par ça. Donc, vous trouverez toutes les ressources, mais surtout, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, c'est trop important. Voilà, le 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et les violences sexuelles en font partie. Donc voilà, c'était le moment d'aborder ce magnifique sujet de l'appareil reproducteur féminin. J'espère que ça vous a plu. On est évidemment toujours accompagné par le Nether à colorier. Vous trouverez dans ma description sur ma chaîne Twitch et dans la description YouTube mon lien Amazon, voilà, pour aller l'acheter. Ça me soutient, ça soutient mon travail, ça fait plaisir, mais vous pouvez le trouver n'importe où. Ce livre-là, pour 35 € à peu près, vous avez tout le corps humain. Voilà, vous pourrez colorier avec nous si ça vous dit. Et voilà ce que j'ai fini. J'ai fini.